Pametor hasta potelesmata, fa prospatiso nasas parusiaso, saronda cronia nascafon se mia ora, discolidulia fisca favrite perisoteres plirofories stinectesi, seligo. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas nommer tous les membres de la mission depuis 40 ans. Certains, je les nommerai bien sûr à propos de plans que je vous montrerai ou de projets ou des travaux réalisés. Je ne pourrais pas non plus mentionner tous les membres du département des Antiquités de Chypre avec qui nous avons travaillé depuis 40 ans, depuis les directeurs successifs, Vassos Karagiorgis bien sûr, et ceux qui lui ont succédé, jusqu'aux techniciens du département qui nous ont aidés et appuyés régulièrement depuis toutes ces années. Je voulais commencer par cette image qui vous montre d'abord Pierre Aupert qui est dans la salle ici, que vous reconnaissez, et puis qui vous montre aussi notre cher contremaître Kypros Tsangaridis, qui pendant presque 30 ans a travaillé avec nous, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés de façon vraiment considérable, avec qui nous avons noué des liens d'amitié, enfin beaucoup de ceux qui sont dans la salle, et qui nous a quittés il y a quelque temps. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage aussi au début de cette présentation. Alors, je voulais aussi ajouter que, sur les fouilles de l'école française d'Athènes, le ministère des Affaires étrangères français, une mission française, mais que les archéologues belges ont joué et jouent encore un très grand rôle dans cette mission. Depuis l'origine, Ludovic l'a mentionné pour le Frida van den Abel, Patrick Marchetti, et il y a maintenant déjà un jeune membre de l'école belge qui travaille de nouveau, donc il n'y a pas eu du tout d'interruption depuis cette époque. Et puis il y a une ancienne membre suisse aussi, Béatrice Blandin, qui a travaillé avec nous. Alors, Ludovic a rappelé les circonstances dramatiques après l'invasion turque du début de cette mission. Vous verrez là encore sur les panneaux d'autres images. Mais évidemment, les premières années, nous avons travaillé avec un certain nombre d'ouvriers chypriotes. Beaucoup étaient des réfugiés de la partie occupée par les Turcs. Et ça a été aussi une expérience très émouvante pour nous. C'est ce contact avec la population chypriote qui, beaucoup, avait été vraiment très, très éprouvée par ces événements encore très récents. Donc là, vous voyez une équipe de fouilles du sanctuaire d'Aphrodite en 1979. Vous reconnaissez peut-être Marie-Christine Hellman, qui était un des premiers membres de la mission, Martin Schmitt, qui est dans la salle, moi-même ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Irène Aguillon, et puis Kypros Tsangaridis qui est là. Alors, donc, j'ai aussi une carte pour ceux qui ne connaîtraient pas, je resitue rapidement Amathonte. Alors, parmi les questions, évidemment, qui se posent et qui vont sans doute être débattues au cours du colloque, la question des territoires, des cités, des royaumes, des cités-royaumes de l'île. C'est une question que nous avons prise en compte, mais pas au niveau de l'ensemble du territoire d'Amathonte. C'est une question qui reste encore à l'étude, mais malgré tout, j'aurai l'occasion d'y revenir, une prospection effectuée autour de la ville antique a apporté des résultats extrêmement importants. Je voudrais quand même signaler que pour la partie occidentale du territoire, donc vous voyez la ligne, enfin là ce sont les lignes modernes, à Limassol et partant vers le nord, d'autres travaux importants ont eu lieu, en particulier la thèse de Laurence Alp sur Limassol antique qui a apporté des indications importantes sur la limite du territoire entre Amathonte et Kourion à l'ouest.
Alors, parmi les prospections, comme je vous le disais, les résultats concernant la partie antique sont très, très importants, mais encore plus importants peut-être, les résultats qui concernent l'époque néolithique pré-céramique, puisque cette prospection a entraîné la découverte de très nombreux gisements néolithiques, dont le site de Pareklisha Chilurocambos, qui a été fouillé donc sous la direction de nos collègues Jean Guilaine, Jean-Denis Vigne, François Briouat, qui a donné lieu à cette très belle publication. Et donc, en collaboration, et on collabore toujours avec l'équipe des préhistoriens. Et puis, actuellement, donc c'est le site d'Aios Klimonas qui est étudié par nos collègues. Et c'est vraiment là des informations tout à fait nouvelles que nous obtenons chaque année, depuis maintenant une vingtaine d'années, sur ces sites néolithiques proches d'Amathonte. Bon, alors une vue générale, vous reverrez tout ça aussi à l'expo. L'acropole, le port hellénistique qui a été fouillé par la mission, la ville basse fouillée en grande partie par le département des Antiquités et le rempart nord avec la mission qui a dirigé et continue à diriger Pierre Aupert. Voilà une autre vue. Alors pour l'acropole, avec le sanctuaire d'Aphrodite, on va en reparler bien sûr. Le palais, bien sûr, un site essentiel de nos recherches depuis 40 ans. Un site beaucoup plus limité mais important, la terrasse ouest, où avait travaillé Talman, à partir de 76, très peu après le début de notre mission. Alors, je rappelle très rapidement, parce que sans ça, ce serait des heures et des heures, les découvertes, les recherches qui avaient été faites à Amathonte avant nos fouilles, avant 1975. Bon, pour rappeler que le site était connu en particulier à cause de ce très grand vase qui est maintenant au musée du Louvre, qu'on reverra tout à l'heure, donc emporté en 1865, avec cette vue pittoresque de Luigi Mayer, et donc mentionné par toute une série de voyageurs. Là, je vous renvoie au volume Amathonte 1, publié sous la direction de Pierre Aupert et Marie-Christine Hellman. Et puis alors, les Français ont joué un rôle à Chypre, beaucoup d'entre vous le savent, depuis le 19e siècle, puisque c'est dans la suite de la mission de Phénicie du célèbre Ernest Renan que l'exploration de Chypre avait été prévue dans le cadre, Ludovic rappelait les liens à l'Institut de Beyrouth, dans le cadre d'une conception phénicienne, disons, de Chypre. Et donc c'est Melchior de Vogüé, que vous voyez ici au centre, qui a été le chef de la première mission archéologique à Chypre, pas seulement mission française, de toutes les premières missions officielles, disons, qui ont eu lieu à Chypre, donc en 1862. Il ne s'agissait pas là de fouilles, mais ils ont collecté surtout les inscriptions, mais aussi beaucoup d'informations sur les différents sites. Alors avec l'aide d'un personnage très intéressant, Edmond Dutoit, un architecte qui a effectué donc une autre mission en 1865 et qui a rapporté aussi de cette deuxième mission beaucoup d'objets au musée du Louvre. Voilà la seule photo dont on dispose du vase d'Amathonte encore en place, 1865, avant son enlèvement vers la France. Photo très précieuse parce qu'on est absolument sûr de l'emplacement du vase et de son orientation, puisqu'on voit derrière le deuxième vase dont on a retrouvé des fragments. Donc on sait exactement, et vous verrez tout à l'heure sur une image, qu'on a pu replacer une copie de ce vase du Louvre en place donc au sommet de l'acropole dans le sanctuaire d'Aphrodite. Alors il y a des choses assez étonnantes parfois. Donc la mission Vogüé avait rapporté en 1862 au Louvre cette inscription qui mentionne un Héraion, un sanctuaire d'Héra à Amathonte. Chose intéressante, cette inscription avait disparu. Et puis c'est ma collègue Marianne Amiot au Louvre qui un jour m'a dit voilà, il y a une inscription, je ne sais pas trop d'où elle peut venir. Et donc j'ai vu, parce qu'elle a été publiée quand même au 19e siècle, et donc elle a été retrouvée en 2008 au musée du Louvre, vous voyez. Et donc je l'ai publiée il y a quelques années dans le BCH.
Alors en 1873 a été découvert près du port, là où travaille maintenant Ludovic Telly, ce colosse donc de 4 mètres de haut qui est au musée d'Istanbul, que vous voyez là dessiné d'après Perrault-Chipier, et puis à droite une photo que Thomas Killy m'a aimablement envoyée, qui est assez pittoresque. Vous voyez le personnage à côté du colosse d'Amathonte. Alors on va reparler parce que notre mission a aussi travaillé sur ce point, et donc Isabelle Tassignon a fait des découvertes intéressantes et a publié un ouvrage aussi sur ce thème du bès d'Amathonte. Donc après, alors bien sûr les fouilles dans les nécropoles avec Cesnola, avec les fouilles britanniques, je signale rapidement si vous voulez tout cela. Fouilles de Cesnola en 1875, particulièrement dans la nécropole nord, fouilles du British Museum en 1893-94, surtout nécropole ouest et surtout nécropole ouest et est. Et puis en 1930, la Swedish Cyprus Expedition, comme vous savez, le mission fondatrice de l'archéologie chypriote, qui a fouillé 26 tombes dans la nécropole ouest. Bon, Cesnola, le voilà, sous 2 formes différentes. Ludovic en a parlé, il est devenu premier directeur du Metropolitan Museum of Art à New York. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des fouilles scientifiques, il a fait ouvrir on ne sait pas combien, des centaines de tombes, des milliers peut-être, et il a récolté le matériel le plus intéressant, qui a été, pour la plupart, finalement acheté à New York, mais ici, il y a une très belle coupe en argent fragmentaire qui est au British Museum. Donc je passe vite, bien sûr. Là, c'est le célèbre sarcophage qui se trouve à New York, sarcophage d'un souverain certainement local, d'Amathonte, au début du 5e siècle. Et puis les fouilles anglaises, les fouilles du British Museum avec John Mass, personnage aussi très important dans l'histoire de l'archéologie de Chypre. Et donc là aussi une photographie assez spectaculaire avec tous ces céramiques là autour de Maes et de ses ouvriers. Bon, les Suédois, donc les 26 tombes avec la célèbre photo qu'on voit fréquemment de l'équipe suédoise avec donc Alfred Westholm, le deuxième en partant de la gauche, qui a fouillé les tombes d'Amathonte, Gjerstad à droite, avec une publication exemplaire de ce travail de 1930 qui fondait pour la première fois la chronologie du site d'Amathonte. Alors, donc je reprends maintenant en 1975 avec nos travaux. Finalement, entre le 1930 et 1975, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Et donc là, notre travail portait essentiellement sur la ville, l'espace urbain, et puis, bon, on l'a vu, une prospection aussi autour de la ville. Bon, voilà, je vous montre là encore, vous aurez des plans que vous pourrez revoir plus précisément dans l'exposition. J'ai essayé de faire alors, pour respecter la thématique du colloque, une présentation en transition, rupture, continuité. Donc je procéderai non pas par chantier, mais par chronologie. Donc voilà les sites qu'on va revoir petit à petit. La définition de l'espace urbain, bon, disons que pour l'essentiel, on savait à peu près comment il se présentait, mais là, les travaux sur le rempart de Pierre Aupert et Claire Ballandier, et surtout Claire qui a fait sa thèse sur ce sujet pour l'ensemble de Chypre, sur les fortifications, nous présente, si vous voulez, les principales zones et permettent de restituer l'ensemble de la fortification avec, vous voyez en vert ici, on le reverra tout à l'heure, les parties les plus anciennes qui remontent à l'époque archaïque, donc de ce rempart de la ville. Alors, l'occupation la plus ancienne, bon, Amathonte n'est pas un site de l'âge du bronze, donc l'occupation commence à l'époque chypro-géométrique 1, donc dans la deuxième moitié du XIe siècle. Et donc là, on a notre mission à découvert un certain nombre quelques témoignages qui ne concernent pas uniquement donc les nécropoles, comme c'est souvent le cas aussi pour d'autres sites de Chypre. Alors ici, vous voyez le site du palais qu'on a vu tout
tout à l'heure, à mi-pente de l'acropole, et là l'emplacement d'une citerne inachevée au nord du palais, où a été découvert un ensemble de céramiques du XIe siècle avant Jésus-Christ, donc essentiellement deuxième moitié, donc qui constitue le premier témoignage d'occupation du site, donc tout au début de l'âge du fer ou de l'époque chypro-géométrique. Alors, cet ensemble a été publié par Maria Iacovu. Vous pourrez trouver là dans le report de Chypre 2002 la présentation. Et puis ça a été aussi repris par Anna Georgiadou, qui est aussi ici avec nous, dans le cadre de sa thèse où elle a, disons, repris en détail toutes ces questions des ateliers, de la chronologie des productions céramiques chypriotes. Voilà la photo qui a été publiée dans la chronique. À droite, le dessin publié par Maria. Donc tout cela est très accessible. Vous le retrouverez facilement. Et puis alors quelque chose d'assez étonnant, tout au sommet de l'acropole. Vous voyez, ça c'est le sanctuaire d'Aphrodite, tout en haut de la colline. Et puis on a découvert un peu fortuitement, puisque c'était au moment où on fouillait la basilique paléochrétienne, cette tombe qui avait en fait été vidée et remblayée dès l'époque chypro-archaïque 1, donc fin 8e, 7e siècle, qui apporte un témoignage vraiment assez étonnant sur cette première période d'occupation du sommet de l'acropole. Donc, là encore, ça a été publié avec Sabine Fourier dans le volume Amatonte 6, vous trouverez ça facilement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ajouté ça? Parce qu'effectivement, la présence de cette tombe pose un problème d'interprétation, toujours pas résolu, mais un texte d'un écrivain local qui s'appelait P. Païon, rapporté par Plutarque, dit que Ariane était morte, célèbre Ariane, l'héroïne grecque dont la tradition, pour laquelle on donne d'autres récits, serait morte à Amatonte, aurait été enterrée là, et qu'elle était vénérée sous le nom d'Ariane Aphrodite. Alors c'est pas, vous voyez, c'est une hypothèse parmi d'autres. On peut penser aussi, bien sûr, à la tombe d'un fondateur qui aurait été héroïsé. Mais sur ces questions de la première occupation associée aux nécropoles, on aura au colloque pour Amatonte, évidemment, la présentation par Yanis Violaris et Elisabeth Stéphanie d'une découverte très importante dans la partie orientale à l'est de la ville. Alors, on passe ensuite à la première véritable phase d'occupation, on peut dire, de la ville, avec là des témoignages extrêmement importants au palais, donc qui complètent et renouvellent complètement ce qu'on savait à partir de la nécropole et qui apportent des informations très importantes pour une question qui sera encore, j'imagine, débattue, et c'est une question qui est très discutée en ce moment, de la naissance des royaumes, des cités-royaumes à Chypre dans des premiers débuts, disons, du premier millénaire, avec des hypothèses contradictoires sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Mais en tout cas, on a au palais un témoignage extrêmement intéressant avec cette base de colonnes en place avec un contexte céramique qui indique donc une date autour de 800 avant Jésus-Christ, ce qui est évidemment un élément, on peut dire même tout à fait unique à Chypre. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que même si on ne sait pas le palais, on ne sait pas exactement comment se présenter cet édifice, mais enfin là, il y a une construction de type monumental dès cette époque chypro-géométrique 3. Alors, cette époque, ce chypro-géométrique 3, disons le tournant 9e siècle, début du 8e siècle, est très importante. Alors, nous n'avons pas fouillé beaucoup de tombes, mais par chance, nous avons, Marie-Christine Hellman et Paola Starakis aussi, à l'époque, avaient fouillé dans la nécropole Laure cette tombe NW 194, qui avait été en grande partie pillée, mais qui apportait des informations extrêmement importantes. Vous voyez, d'abord, sa forme est assez originale.
Information très importante parce qu'elle contenait une quantité, bien qu'elle ait été largement pillée, considérable de céramique importée, de baies en particulier, comme c'est normal à Chypre à cette époque, mais aussi un grand cratère attique, qui permet de situer la première phase de la tombe dans la deuxième moitié, vers la fin du IXe siècle. Alors là encore, la publication est disponible par Christian Tidgat et Nicolas Kolstrim pour les céramiques importées. Pour Kolstrim, vraiment, c'est un témoignage très important. Il dit la seule véritable comparaison qu'on ait, c'est la tombe numéro 1 de la nécropole royale de Salamine. Pour lui, c'est vraiment une tombe aussi importante que la tombe 1 de Salamine. Donc là, on a un royaume qui visiblement est déjà bien constitué, avec des personnages importants, avec des réseaux d'échanges qui sont bien établis, et qui étaient déjà établis un peu avant. Et puis, bon, même dans la prospection, on a des témoignages pour cette époque qui sont importants. Donc, la prospection dirigée par Catherine Petit-Aupert. Donc, elle m'a gentiment envoyé ce plan qui est inédit encore, où vous voyez ici le carré bleu qui indique la présence d'un habitat et d'une nécropole, petite nécropole, au chypro-géométrique 3. Vous voyez, on est très loin au nord de l'Amathonte, plus proche de Paréclichia, au nord d'Aios Ikonas. Donc là aussi, c'est un point important concernant la répartition des nécropoles, des tombes géométriques, des tombes à la fin de l'époque géométrique. Voilà, pour l'époque archaïque, alors il y a un changement d'échelle considérable. Vous voyez là encore un autre plan de Catherine Petit-Aupert, avec tous ces points qui marquent des découvertes en prospection, d'établissements, gisements d'époque archaïque, là, répartis sur l'ensemble de ce territoire proche de la ville. Et puis en rouge, des petits lieux de culte. Je reparlerai de celui qui est le plus proche de Asvestoton. On a vu que l'emplacement du futur palais, on a une construction dès les alentours de 800 avant Jésus-Christ. C'est un peu plus tardif au sanctuaire d'Aphrodite, au sommet de l'Acropole, zone qui a été fouillée, comme vous voyez, de façon extensive, et je ne pense pas qu'on puisse trouver des témoignages plus anciens. Il ne semble pas. Donc c'est, disons, vers le milieu, dans la deuxième moitié du 8e siècle, que le sanctuaire commence à fonctionner véritablement. Et le témoignage le plus important, c'est celui qui est en jaune, avec ce qu'on a appelé le Botros, qui rassemble du matériel, donc de la première époque de géométrie archaïque, chypro-archaïque 1, l'autre dépôt étant un petit peu plus récent, les deux ayant été publiés en 2006 par Sabine Fourier dans Amathonte 6. Voilà quelques exemples de matériel trouvé dans ce Botros. Vous voyez en bas à droite, c'est vraiment tout à fait étonnant. Il n'y avait pas beaucoup de figurines en terre cuite, mais c'est dromadaire, il y a une bosse. Et c'est assez curieux de trouver cette figurine dans cet ensemble du Botros. Mais là, on va reparler un peu des Phéniciens, mais vous voyez aussi cette lampe à bec multiple qui est quand même aussi assez caractéristique du monde phénicien. Et puis le petit oiseau en haut à droite, là, c'est une production amateusienne bien connue maintenant. Alors, les productions céramiques d'Amathonte, là, ça fait l'objet aussi de travaux importants. Dès le début, Frida van den Abel s'était intéressée à ces questions d'atelier d'Amathonte, de production d'Amathonte, Christian Tidgat également. Et puis c'est ensuite Sabine Fourier qui a repris la question sur une échelle beaucoup plus large et qui a plusieurs études dans le volume Amathonte 6, mais aussi ailleurs, sur les dépôts près du rempart nord, proposer des typologies beaucoup plus détaillées, avec aussi des classements chronologiques qui renouvellent complètement notre connaissance des ateliers d'Amathonte pour les différents types de production, en particulier pour les productions à décor figuré, dont nous avons trouvé un certain nombre de témoignages dans nos fouilles, avec, vous voyez, quelques exemples
exemple ici, en haut à droite, on va revoir évidemment ce visage de la déesse Hathor, qui est là encore vraiment une caractéristique de la civilisation d'Amathonte. Alors, un point important, il faut bien dire qu'au début, ce qui passionnait beaucoup les gens pour Amathonte, et en particulier notre collègue Olivier Masson, qui s'est toujours beaucoup intéressé aussi à nos fouilles, eh bien, c'était les inscriptions syllabiques. Et c'était en particulier ces inscriptions qui sont rédigées dans le syllabaire qu'on connaît bien à Chypre, mais qui transcrivent une langue que nous ne connaissons toujours pas. Alors, c'était un des objectifs, c'était d'arriver à trouver une documentation qui permettent de comprendre cette langue locale qu'on a appelée théo-chypriote. Ce n'est pas encore le cas tout à fait, sauf peut-être si nos collègues qui sont là pour le colloque nous apportent des informations nouvelles. Mais disons que nous n'avons pas trouvé beaucoup d'inscriptions, pas plus d'ailleurs d'inscriptions alphabétiques. Mais parmi les découvertes, alors, qui nous apportent des informations importantes sur cette civilisation d'Amathonte, c'est ce col d'amphores ou de cratères qui se trouvait dans le Botros, donc dans la zone la plus ancienne du sanctuaire. Et vous voyez ici l'inscription peinte, que vous voyez reproduite à droite en plus grand. Inscription phénicienne qui transcrit probablement un nom qui n'est pas phénicien. Local. Alors là, vous savez, les spécialistes d'épigraphie sémitique, ils sont rarement d'accord entre eux. Et donc, il y a 3 propositions différentes. On ne va pas entrer dans le détail. Tout ça, là aussi, a été publié. Vous trouverez les références facilement. Mais c'est une information extrêmement importante à propos de la présence phénicienne à Amathonte, qui est représentée de façon beaucoup plus impressionnante par cette nécropole trouvée à l'ouest de la ville au moment où on a construit cet hôtel Four Seasons, avec une nécropole à incinération, qui n'est pas publié. Enfin, il y a un article de Dimos Christou que vous pouvez regarder. Mais en tout cas, pour le site de la ville, nous avons, entre autres, il y a quelques autres inscriptions, cette inscription qui est tout à fait importante. Alors, donc le phénicien, mais aussi, bien sûr, le syllabaire. Et parmi les découvertes toujours du sanctuaire d'Aphrodite, il y a la partie supérieure de ce grand cratère, avec sur un côté ce décor, vous voyez le taureau, l'arbre de vie, et sur l'autre côté, de nouveau des taureaux, et puis entre les taureaux, cette inscription syllabique, mais avec des chiffres certainement, donc étudiés par Olivier Masson il y a déjà maintenant un certain temps, repris par Eget Meyer dans son recueil. Malheureusement, on ne peut pas non plus en tirer véritablement de conclusion, trouver une signification, même si on peut penser qu'il s'agissait de la capacité du vase, peut-être du nom du vase, mais en tout cas là on a une très belle attestation de l'écriture syllabique à Chypre, alors peut-être probablement au VIe siècle. J'avais daté ça un peu plus haut, mais je pense qu'il faut descendre vers le VIe siècle. Alors, quand on reprend aussi les vieilles découvertes, la vase d'Amathonte, on trouve aussi des choses. Et donc, j'avais repéré sur l'anse, c'est indiqué à droite, de ce célèbre vase transporté au Louvre, les restes d'une inscription syllabique. Anata, et puis après ça devient plus difficile, mais c'est important parce que d'abord, c'est évidemment le syllabaire chypriote qu'on connaît, et en même temps le ana correspond à un terme qui est attesté par ailleurs à Amathonte, un certain nombre d'exemples. Là encore, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça désigne la divinité? Est-ce que ça a un autre sens? Mais enfin, bien sûr, la présence de cette inscription sur le grand vase est quelque chose de très important. Et puis ça a été plus surprenant de découvrir des inscriptions grecques alphabétiques. Et là, alors, on est près du rempart nord, dans un dépôt contenant une quantité très importante de céramique, terre cuite. Vous voyez ici ce fragment avec Q-trio et des chiffres. Et là, il s'agit bien d'alphabet grec, alors qu'on est au chypro-archaïque II, au VIe siècle. Donc, vase fabriqué localement,
découverte surprenante et très intéressante, puisqu'on constate qu'à Amathonte, dès l'époque archaïque, il y a 3 types d'écriture, mais aussi des trois langues qui sont utilisées. Le grec alphabétique semblant quand même plutôt réservé au domaine palatial, disons, à l'élite. Mais donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment ailleurs à Chypre, donc ça fait partie là des découvertes. Bon, là j'ai mis à droite, là c'est une découverte de mission anglaise, une inscription alphabétique du 5e siècle, mais qui, vous voyez, concerne un étranger en fait, enterré à Amathonte. Les inscriptions alphabétiques, sans ça, restent exceptionnelles jusqu'au IVe siècle, on le verra tout à l'heure. Alors, si on a évoqué déjà cette question du palais, et nos fouilles ont apporté beaucoup d'informations intéressantes sur la structure du palais, l'administration, le mode de vie des souverains, et aussi associé à la religion. Alors, je n'insiste pas sur ce point parce que je pense qu'Isabelle Tassignon va nous en reparler en détail bientôt. Sur ces dépôts de fondation, phénomène aussi tout à fait exceptionnel à Amathonte, qui sont placés sous les sols du palais, avec souvent des marmites, mais ici vous voyez une grande amphore bichrome qui constitue ce dépôt le plus spectaculaire, le plus impressionnant. Alors, l'importation des céramiques, là, il y a aussi beaucoup de témoignages dont certains ne sont pas encore publiés. C'est le cas de ce fragment d'un grand cratère. Ça pose un problème. Alors récemment, mon collègue et ami Matteo D'Acunto me dit que ça peut être crétois. Alors, je ne sais pas si les spécialistes comme Nota peuvent confirmer, mais c'est un vase assez étonnant avec un protomée de lion qui était placé là. En tout cas, qui témoigne de ces échanges dans ce contexte du palais dès le 7e siècle et qui s'accentue au 6e. Et puis on va le voir bien sûr après à l'époque classique avec donc ces céramiques qui viennent du monde égéen, qui viennent alors de Grèce de l'Est, que vous voyez, mais aussi, ce qui est tout à fait exceptionnel à Chypre, des vases laconiens. Ici, un exemple qui vient de la terrasse ouest, où on est là encore dans un contexte certainement du palais. Alors, les céramiques importées d'Athènes, bien sûr, sont particulièrement nombreuses, qu'il s'agisse d'amphores commerciales du type l'amphore SOS que vous voyez en haut à droite. Donc, on est au VIe siècle, là, avec les vases à figure noire. Et puis, en bas à droite, vous avez un fond de coupe aussi très intéressant, puisqu'on a une signature du potier Amasis, des personnalités très importantes dans le monde des potiers attiques du VIe siècle, donc qui nous montre la qualité des échanges établis avec les souverains d'Amathonte. Alors l'Égypte aussi, ça c'est une caractéristique d'Amathonte, la marque de l'Égypte est extrêmement forte et plus forte sans doute que partout ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment une société cosmopolite avec des relations dans tout le monde de la Méditerranée orientale. Alors quelques exemples de dimension modeste, on va voir après des choses plus importantes avec des pendentifs, des amulettes, mais aussi à droite avec un fragment de vase en albâtre avec des hiéroglyphes, oui, très fragmentaires malheureusement, mais qui là encore est tout à fait exceptionnel à Chypre. Tout ça donc soit au sanctuaire, soit dans le contexte palatial. Alors le plus important, bien sûr, c'est la représentation de Hathor, la déesse égyptienne Hathor. Là, vous voyez un vrai chapiteau hathorique égyptien à gauche. Et puis on connaissait déjà dans le style d'Amathonte des représentations. Vous voyez ici disons plutôt une stèle hathorique avec ces petits personnages pour un sacrifice autour de l'image de la déesse. Et puis alors les objets que nous avons trouvés, avec ici ce que vous verrez sur les panneaux, le stèle chapiteau, disons, trouvé dans le sanctuaire d'Aphrodite, qui indique là de façon tout à fait claire l'assimilation entre les divinités, Aphrodite d'un côté, Hathor de l'autre, et ce qui n'est pas étonnant, puisque en Égypte, Hathor a à peu près les mêmes fonctions que celles qu'on peut attribuer à la grande déesse. Et puis alors aussi au palais, et là c'est un point très très intéressant, c'est l'association entre l'image de la déesse Hathor
c'est-à-dire la grande déesse locale, avec la protection qu'elle exerce sur les souverains et la dynastie d'Amathonte. La présence au palais de toute une série de fragments. Vous voyez à droite là, un fragment trouvé en 2014, très, très récemment, fragment de ces chapiteaux attoriques. Et puis on va voir tout à l'heure en contrebas du palais l'exemplaire le plus impressionnant. Donc c'est l'adaptation, si vous voulez, de modèles égyptiens qui ne sont pas phéniciens, là, parce qu'en Phénicie, c'est pas une représentation qui est connue à cette époque. C'est transcrit depuis les modèles directement égyptiens, avec une signification qui est aussi certainement assez proche. Alors, dans le sanctuaire d'Aphrodite, pour l'époque archaïque, on n'a pas de construction monumentale. Il ne faut pas imaginer le sanctuaire d'Aphrodite comme un grand sanctuaire grec, ionien ou autre. Non, c'est différent. La plupart de lieux de culte étaient à ciel ouvert, mais il y a ces grands vases. Donc là, vous voyez le grand vase du Louvre sous forme d'une copie remise en place, de sa place d'origine, qui donne quand même une petite indication sur l'aspect du sanctuaire à cette époque. Alors, vase qui devait contenir de l'eau pour des libations, pour un usage religieux, sans doute, avec les taureaux que vous avez vus tout à l'heure. Et puis on a pu, alors pour l'époque archaïque aussi, présenter un bilan précis, donc c'est mon collègue Philippe Columeau qui avait fait ça, sur les animaux sacrifiés, la répartition entre, donc vous voyez, le nombre de restes, nombre d'individus, poids de viande pour le bœuf évidemment, mais le nombre d'animaux sacrifiés est moins important, les caprinés qui recouvrent chèvres et moutons, qu'on ne peut pas distinguer, et puis parfois on peut les distinguer un peu mieux. Un point évidemment intéressant, c'est qu'il n'y a pas de porc. Le porc n'est pas sacrifié à Aphrodite, à Amathonte. C'est un cas qu'on connaît ailleurs dans le monde grec. Alors, la transition-mutation, évidemment, là je suppose qu'on en reparlera aussi au colloque, évidemment le début du 5e siècle, le moment de la révolte ionienne contre les Perses, Amathonte restant du côté des Perses, et donc la ville assiégée par Onésilos de Salamine, sans doute 498-497. Et donc pour cette époque, on a les éléments du rempart, donc Pierre Aupert et Claire Ballandier nous en parleront sans doute aussi au colloque, qui permettent d'assurer, si vous voulez, l'aspect une partie de ces fortifications à l'époque de la révolte ionienne et du siège d'Onésilos. Un autre témoignage intéressant, c'est plus limité, c'est la terrasse ouest, ce très beau mur de terrasse ou de fortification qui est bien daté par Talman de la fin de l'époque archaïque. Alors il faut rappeler donc après la victoire des Perses et donc des gens d'Amathonte, il y a une prospérité évidemment importante de la ville qui était du côté des vainqueurs, et c'est dans cette tradition que s'inscrit le sarcophage de New York, dont vous voyez ici une autre représentation. Alors est-ce que c'est le souverain qui était roi au moment, ça on peut pas le savoir véritablement, mais on n'est pas loin, je pense qu'on est, je propose vers 480, bon les dates ont varié un petit peu, mais on est en tout cas très peu de temps, je pense, après la révolte ionienne. Et puis un autre témoignage alors spectaculaire, c'est cet élément, il manque la partie basse, d'une grande stèle ou chapiteau attorique trouvé en contrebas du palais, qui mesure 1,22 m avec, vous voyez, la polychromie en partie conservée, une hauteur totale restituée d'environ 1,70 m. C'est un monument vraiment impressionnant et qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur l'apparence d'Hathor comme grande déesse protectrice d'Amathonte. Et là, on a aussi un exemple, on ne va pas entrer dans le détail, mais stylistiquement qui est tout à fait extraordinaire, des caractéristiques chypriotes mélangeant les aspects grecs, comme vous voyez ici pour le visage de la femme, avec aussi pour les volutes, et puis l'aspect égyptien complètement quand même repris et réadapté. Et pour les égyptologues, c'est très bizarre, quelque chose comme ça. Mais pour Chypre, c'est vraiment typique et c'est vraiment magnifique. C'est un travail, vous pouvez le voir au musée de Limassol.
Alors, on va passer aussi, là c'est une période importante pour le point de vue de la plastique, où on va passer d'une tradition qui est associée à des représentations, une iconographie proche-orientale de la personnage féminin avec les mains posées sur les seins, donc de la fécondité, de l'érotisme, hein, symbolisant bien la grande déesse, hein, Aphrodite bien sûr. Et ce type d'image va être tout à fait abandonné. Alors ce type d'image qu'on a sur le sarcophage de New York et puis sur des statuettes en calcaire trouvées près du rempart nord, donc jusqu'à vraiment la fin de l'époque archaïque. Et puis les femmes nues disparaissent. Hein. Après, on va trouver au sanctuaire d'Aphrodite et ailleurs des adaptations, des chorés grecs vêtus, et ça donc tout au long de l'époque classique. Les types, alors la déesse nue va réapparaître à l'époque hellénistique avec, on verra un ou deux exemples tout à l'heure, mais là il y a une mutation qui est importante, significative hein, au cours du 5e siècle. Alors la sculpture, l'artisanat de la sculpture qui était très mal sculpture en calcaire, hein, qui était très mal représentée à Matonte avant le 5e siècle, là, connaît une très très belle floraison, une production de très belle qualité. Alors il y a le petit personnage dans son char à la Perse, là, la femme qui monte sa tête là dans le petit char, là qui est sur l'affiche du colloque. Il y a cette très belle choré qui vient du palais. Là, c'est au palais qu'on trouve l'essentiel de ces témoignages, hein. Et puis en haut à droite une belle tête féminine qu'Isabelle Tassignon a publiée récemment dans le BCH. Une production assez typique d'Amatonte à cette époque, c'est des brûle-parfums associés aussi certainement à la grande déesse et au mode de vie du palais, supportés par des sphinx, et des sphinx qui sont de type grec hein, là maintenant, et c'est vraiment aussi une très très belle série avec en particulier provenant d'une petite chapelle du palais lui-même. Alors un autre point caractéristique d'Amatonte, et là on passe toujours, si vous voulez, à cette époque du monde grec, du contexte stylistique grec, à des aspects qui sont locaux, hein, avec un attachement très fort à ces traditions locales qui s'exprime ici par cette image de Bès. Alors là encore, ça vient d'Égypte à l'origine, adapté à Chypre pour un dieu local et associé aussi à la royauté locale amatousienne, et qui est très bien représenté, vous voyez sur le sarcophage d'Amatonte, et puis très bien représenté surtout dans la ville basse, sur l'agora. Et là, donc, c'est le thème étudié par Isabelle Tassignon dans l'ouvrage qu'elle a publié il y a 2 ans maintenant. Mais on ne peut pas donner de nom à ce personnage pour le moment. Donc Isabelle l'a appelé le Seigneur au lion, parce qu'en général il tient un lion, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors, une découverte importante qui a été faite par notre mission sur l'Agora, c'est le morceau que vous voyez à droite, puis il y a quelques autres fragments, qui est exactement du même type et de même dimension que le bras du colosse d'Istanbul. Donc ça veut dire que dans cette zone de la ville basse, à l'époque, alors là encore, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Isabelle sur la chronologie, mais c'est pas grave, à une époque, disons, il y avait combien, on ne sait pas, de colosses de ce type, de 4 mètres de haut, qui étaient dans cette zone. C'était impressionnant pour des personnages qui sont associés, là je pense vraiment au pouvoir royal, parce qu'après ça disparaît. Encore après le 4e siècle, on va en voir un tout petit, après on le garde, qu'a trouvé Pierre Aupert, mais c'est plus, disons, une image qui convient, disons, à la nouvelle société de l'époque ptolémaïque. Alors, pour en revenir au palais d'époque classique, vous voyez le plan général de la fouille telle qu'elle se présente actuellement, avec toutes différentes phases assez complexes, mais l'essentiel date du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà une vue aérienne de la zone actuellement fouillée du palais. Hein. L'ensemble était beaucoup plus vaste. Alors on me dirait pourquoi ça s'appelle palais, je ne vais pas entrer dans le détail, peut-être qu'Isabelle reviendra
reviendra un peu là-dessus, mais on a pas mal écrit aussi sur le sujet, en particulier donc les comparaisons avec le palais de Vouni, bien sûr, fouillé par les Suédois, et maintenant avec celui d'Idalion, fouillé par Maria Agikosti, je pense, permettent d'établir définitivement qu'il s'agit bien de la résidence royale. Là, un plan plus ancien, mais qui a l'intérêt de vous montrer l'emplacement de tous ces pitoyes, de ces grandes jarres. On est dans la zone de stockage, et actuellement, donc en 2014, on a quand même environ 75 emplacements pour des pitoyes de ce type qui ont été repérés, chacun environ 150 litres. On est à peu près à 10 000 litres de capacité. C'est vraiment considérable. Alors, c'est pas seulement pour le palais lui-même, sans doute, mais pour l'administration plus largement de la ville, voire du territoire. Une question extrêmement intéressante qui donnera lieu sûrement encore à des études importantes. Bon, j'ai mis au reflet de la vie des classes dirigeantes la parure. On n'a pas grand-chose, il faut bien le dire, parce que par rapport aux tombes, parce que ça a été pillé régulièrement. Ici, on a quand même une boucle d'oreille en or du palais, un pendentif du sanctuaire, et puis là, on s'est amusé, c'est par un collier, on a reconstitué, si vous voulez, un peu un collier tel qu'il pouvait être offert dans le sanctuaire d'Aphrodite, mais puis ça nous rappelle que d'après Pausanias, Pausanias dit que c'est pas vrai, mais pour certains, le collier d'Ériphile, le fameux, se trouvait à Amathonte. Donc là, en tout cas, l'offrande de bijoux était certainement très courante. Et puis dans le palais, il devait y en avoir évidemment beaucoup plus qu'il n'en a été trouvé. Bon, quelques images de céramique attique figure rouge importées. Puis il y a des quantités très, très importantes, considérables de vases à vernis noir attiques aussi qui ont été découvertes, qui ont été étudiées en particulier par Thierry Petit. Donc il nous donne une image de cette vie un peu de luxe du palais avec donc cette richesse aussi du stockage dans les entrepôts. Et puis alors le vin grec, particulièrement apprécié par les souverains d'Amathonte comme d'autres. Ici, deux images que m'a confiées Antigone Marangou, qui étudie ces amphores. Donc à gauche, une amphore de Mende, à droite, une amphore de Chios. Donc l'amphore de Chios, alors c'est vraiment le vin, la qualité supérieure du vin dans l'ensemble du monde égéen et est-méditerranéen. Donc les rois d'Amathonte aimaient particulièrement le vin de Chios, et notre collègue Stella Demestica, vous savez sans doute, a trouvé une épave tout près d'Amathonte, à Mazotos, qui était remplie d'amphores de Chios du IVe siècle. Alors, toujours, le palais, il y a des petits lieux de culte, et là encore, nos fouilles ont mis en évidence un aspect qui est peu connu à Vouni, et qui montre, alors, on l'a vu, à la fois l'attachement aux traditions, au monde grec, et au style grec, et puis c'est cet attachement à ces traditions locales, avec ici à gauche, personnage qui porte un masque de taureau, reflétant des pratiques assez bien connues maintenant à Chypre, mais sans doute aussi en relation là avec le pouvoir royal. Et puis à droite, alors Thierry Petit a repéré et identifié de façon tout à fait convaincante ces pierres comme des bétiles, si vous voulez, des représentations cultuelles aniconiques, telles qu'on en connaît à Chypre, mais qui sont là vraiment dans un contexte culturel. Et c'est particulièrement intéressant. Alors, au sanctuaire d'Aphrodite, là, on va passer à la fin de la période des royaumes, et on a eu la chance de découvrir au sanctuaire d'Aphrodite 2 dédicaces du dernier roi d'Amathonte, Androclès, avec ici, vous voyez, j'ai indiqué c'est encore une fois publié, et puis exposé, avec une dédicace à la Kypria, la déesse de Chypre, et puis en bas, Kypria Aphrodite, donc à le chypriote, l'Aphrodite de Chypre, donc qui nous montre que, d'abord on était bien dans le sanctuaire d'Aphrodite, et puis que c'est le titre la chypriote et non pas, comme on connaît ailleurs, la Paphia, Paphos ou la Golgia, Golgoï. Ici c'est un titre beaucoup plus général. Alors, par ailleurs, le point important, c'est que là, on a le grec alphabétique. À l'époque, tous les rois de Chypre, c'est pas Androclès, utilisent
l'écriture alphabétique grecque, qui s'est largement imposée, mais en même temps, il a voulu, alors sur le tronc à offrande, ça se voit pas très bien, mais ici, sur l'autre inscription, c'est quand même beaucoup mieux conservé. L'écriture locale, donc il reste attaché à cette écriture locale, même on est à l'époque donc d'Alexandre le Grand, et à la langue locale, parce que c'est certainement une inscription qui est en nétéo-chypriote et non pas en grec. Alors, bon, la présence grecque et attique est aussi intéressante à Matonte à cette époque. Dans le sanctuaire, on a à gauche cette tête d'enfant de très belle qualité. Alors, est-ce que c'était le fils d'Androclès ou pas? J'aurais peut-être pas dû l'écrire. Enfin, on ne sait pas, c'est peut-être. En tout cas, c'est la même époque. À droite, alors, malheureusement, une tête qui a souffert. Vous voyez, mais une très belle tête féminine aussi, certainement attique de la deuxième moitié du IVe siècle. Et puis, on trouve à ce moment ou un petit peu plus tard des terres cuites du type de Tanagra. Alors ça vous paraît, pour ceux qui connaissent bien la Grèce, très très banal. À Chypre, c'est pas banal. C'est vraiment, là à Matonte, on a une série tout à fait exceptionnelle. Alors, une des découvertes importantes aussi, bien sûr, c'est celle du port extérieur. Du port extérieur fouillé donc par l'équipe française sous la direction de Jean-Yves Empereur entre 1984 et 86, avec, vous voyez, cette construction imposante. Et c'est, alors, Tony Kogel a restitué la mise en place des blocs, parce que l'ensemble fait 180 mètres est-ouest sur 100 mètres nord-sud, un bassin considérable, mais qui a été ensablé assez vite, qui est construit vers 300, donc à l'époque des guerres de succession, donc entre Démétrios Polyorcète et Ptolémée Ier, qui finalement va s'imposer à Chypre. Donc on est là à l'époque de transition, évidemment essentielle, dont il sera question aussi au colloque. Alors, la deuxième partie de l'époque hellénistique, comme ailleurs à Chypre, est une période très importante à Matonte. Et donc là, il faut signaler, parallèlement aux travaux qui ont été réalisés dans l'Agora sous la direction de Mikhaïl Louloupis pendant de longues années, les travaux complémentaires de la mission française, en particulier ceux de Jean-Paul Prête, à la fin des années, au début des années 2000, qui s'est intéressé en particulier au portique, qui se trouve d'un côté sud-ouest de l'Agora, près le Balanéion, il n'en a pas refouillé, mais dans cette zone, donc, les découvertes sont importantes. Vous voyez, portique double, portique sud. Portique double, vous voyez, c'est important parce que Jean-Paul Prête a pu montrer que cette inscription qui avait déjà été publiée, qui est au musée de Limassol, dédicace d'Onesicrates, qui a offert, d'après la traduction admise pour les Pykionas, les 13 chapiteaux de la Stoa, qui fait face à la Stoa double. Et donc la Stoa double, effectivement, est là. Et là, on a, dans la restitution architecturale, 13 colonnes, 13 chapiteaux. Donc, apparemment, ça marche. Et donc là, on a un témoignage important pour l'occupation de l'Agora au IIe siècle avant Jésus-Christ. Même chose pour là vous voyez l'étoile rouge, là, un grand dépôt de figurines en terre cuite trouvé par Pierre Aupert en 1979, qui là encore est tout à fait exceptionnel à Chypre. Alors, est-ce qu'à l'origine ce dépôt de figurines vient du sanctuaire qui est beaucoup plus haut, ou d'un autre lieu de culte? C'est difficile à savoir. Donc l'ensemble a été publié par Anne Querel en 1988. Bon, là, je vous donne juste deux exemples pour vous montrer que, alors, on retrouve l'Aphrodite là qui se tient de nouveau un sein, et puis Isis, la déesse égyptienne Isis. Alors, Hathor, on disparaît, si on peut dire, mais Isis et Hathor sont très proches aussi. Et Isis est associée à Aphrodite et à Sarapis dans une inscription du IIe siècle aussi. Là, on a un dépôt extrêmement intéressant du point de vue des pratiques votives à Matonte, mais donc vous trouverez des images sur les panneaux de l'exposition.
Alors pour la zone du rempart nord, pour cette époque de la fin de l'époque hellénistique, de la domination ptolémaïque, une autre découverte très importante de Pierre Aupert, c'est cette très belle tête en marbre qui est probablement une tête d'Aphrodite et qui provient probablement d'un sanctuaire de la déesse qui est trouvé à proximité de la porte nord. Et on verra que pour une époque un peu plus récente, on a un autre témoignage très important dans cette zone à l'époque impériale. Mais il y a aussi, toujours dans cette zone du rempart nord, de l'habitat proche du rempart, cette partie de l'habitat qui est extrêmement intéressante puisqu'on a certainement affaire à un petit lieu de culte avec un autel et avec toute une série de petites offrandes qui rappellent en partie celle du dépôt de l'acropole, mais aussi celle d'un tunnel assez étonnant qui part au nord de l'Agora, qui a été publié par Pavlos Flourenzos. Et donc une Aphrodite, une danseuse voilée à droite, et puis on retrouve quand même le petit Bès amathousien, mais c'est un des rares exemples qu'on connaît encore à l'époque hellénistique. Alors pour l'époque impériale, on reste dans la même zone et vous voyez que là, Pierre Aupert a fait descendre la pauvre Natalia, mais elle était bien équipée dans un puits, mais ça valait la peine parce que dans ce puits, on a trouvé toute une série de documents importants et en particulier cette cruche en bronze qui apporte un témoignage vraiment unique, de nouveau, une dédicace Onésichratès, mais c'est pas le même que l'autre, hein, l'autre était plus ancien, à Hélios Adonis. Alors bon, Adonis à Chypre, vous savez, on en a beaucoup parlé, mais jusqu'à présent, on n'avait aucune inscription. Et ben voilà, maintenant, on en a une sous la forme Hélios Adonis. Et avec une date en plus, avec même le nom du vase. Hein, bon, on va pas là publié par Pierre Aupert, vous trouverez tout ça dans le BCH aussi. Donc le 7 Romaios, donc le 29 août de l'an 40. Alors l'an 40, ça correspond à quoi? C'est ça qui est un peu compliqué. Probablement plutôt 18 après Jésus-Christ, qu'une date selon qu'on part de la date de la bataille d'Axium ou de l'intégration de Chypre comme province sénatoriale. Enfin, vous lirez ça dans l'article de Pierre. Mais c'est un témoignage vraiment essentiel qui montre que dans cette zone, on a un culte d'Aphrodite et un culte d'Adonis. Alors, quand Pausanias parle du sanctuaire d'Adonis et Aphrodite, probablement ça doit être là, plutôt qu'au sommet de l'acropole. Alors, toujours dans cette même zone de l'entrée nord de la ville, une autre découverte importante publiée de nouveau par Pierre Aupert, c'est la dédicace du proconsul Lucius Brutus Maximus à l'empereur Titus et à Aphrodite. Aphrodite qui s'appelle là, vous voyez, j'ai encadré, la Mégalétéa Kyprou, la grande déesse de Chypre. C'est là encore la première fois, c'était le titre de l'ouvrage de Jacqueline Karagiorgis, qui ne connaissait pas encore ça en 1974, je crois. Mais bon, à l'époque impériale, effectivement, on l'appelle la Mégalétéa, comme c'est le cas pour d'autres divinités, évidemment, dans le monde romain. Et donc là, ça complète une autre inscription que Mitford avait publiée, et donc il dédie le sanctuaire dans les stèles. Donc dans cette zone donc fouillée par Pierre, il ne s'agit pas du sanctuaire du sommet de l'acropole, d'un autre sanctuaire qui doit se trouver dans la ville basse, certainement. Alors rapidement, parce que le temps passe, pour l'époque impériale, évidemment, le sanctuaire d'Aphrodite, là on va trouver des constructions de type plus monumental. Alors, vous voyez la partie, le temple, ici avec la partie qui avait été de la Crépis reconstruite, voilà, c'est ici. On a par ailleurs tout un ensemble de constructions de l'époque paléochrétienne. Alors voilà le plan de Martin Schmitt avec en bleu tout ce qui est plus récent et puis couleur donc dans le jaune clair, là le temple, on va le revoir, là c'est l'ensemble avec les vases en place à droite. Voilà ce qu'on prend partiel, enfin ce qu'on a pu reconnaître du sanctuaire après, disons, la fin du 1er siècle, au 2e siècle, avec le temple, avec des constructions annexes.
Alors ce temple a été démonté à l'époque paléochrétienne, bon, mais un nombre important d'éléments architecturaux, d'abord sa structure en plan est bien connue, et de nombreux éléments architecturaux permettent de restituer l'élévation. On le verra, donc le travail qui est fait par Martin, et on est en train d'aboutir bientôt à la publication du monument. Alors voilà le plan, version un peu plus récente, avec les dimensions du bâtiment. Alors bon, là encore, on me dit un temple, bon, on en connaît combien de centaines en Grèce. À Chypre, là encore, c'est très très rare. Hein. On a le temple de Kourion qui est beaucoup plus petit, et puis on a le temple de Zeus à Salamine, mais c'est à peu près tout. Hein. Donc c'est une construction extrêmement importante qui s'inscrit dans ce contexte de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Là, on a eu la chance de trouver les restes d'un dépôt de fondation entre le mur de Pronaos et de la Cella, avec des monnaies de l'empereur Vespasien, donc 72, 73, 74, donc étudié par Michel Amandry, qui est ici aussi avec nous ce soir, et qui permettent alors de situer la construction de ce monument au début du dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ, bien sûr. Alors voilà la partie, bon, ce qu'on peut restituer de ce bâtiment. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Peu de décors. Vous voyez là, j'ai mis une palmette, mais c'est un monument un peu austère, disons, dans son allure générale. Mais alors avec une caractéristique extrêmement importante, là encore, confirmant ce qui était connu à Chypre par ailleurs, c'est les chapiteaux. Vous voyez, qui sont des chapiteaux de type qu'on a appelé nabatéens, parce que les premiers exemplaires connus étaient à Pétra en Jordanie, mais c'est pas nabatéen d'origine, c'est sans doute plutôt égyptien. Et donc à Amathonte, on a, alors là vous avez la partie supérieure seulement, c'est pas comme on l'avait dit des chapiteaux corinthiens inachevés, c'est vraiment un projet, un plan spécifique qui a été appliqué à Chypre, mais qu'on connaît pas du tout en Grèce, qu'on connaît en Égypte ou dans le monde nabatéen. Et alors ils sont très abîmés à Chypre, à Amathonte malheureusement, mais ils étaient de très grande qualité visiblement. Notre collègue Jean-Claude Bessac, qui était venu travailler et qui connaît très bien toute l'architecture nabatéenne, nous a dit que c'était les plus beaux. Bon voilà, donc, mais malheureusement. Alors voilà une restitution qu'on peut faire avec les colombes que Martin avait faites il y a quelques années, mais peut-être qu'il en refera d'autres maintenant. Donc il nous donne une idée de ce temple, encore une fois, tout à fait exceptionnel à Chypre. Alors pour terminer, donc la dernière période, la dernière transition importante, c'est la fin de l'Antiquité, l'époque paléochrétienne, avec l'église, le petit complexe construit qui a évidemment utilisé pratiquement tous les blocs antiques, c'est malheureusement pour nous, spécialistes de l'Antiquité, et donc qui a abouti à la construction de cet édifice qui a été restitué. Là, c'est la maquette qui a été faite en 1996 pour le 150e anniversaire de l'école, et donc un bel édifice de petite dimension et qui s'inscrit bien dans la tradition chypriote. Je montre à gauche là cette plaque en chanvre remployée qui est plus ancienne puisque l'édifice lui-même peut être daté de la fin du 6e ou début du 7e après, et il a donc ce beau pavement en opus sectilé caractéristique des églises de Chypre à cette époque. Alors, autour d'Amathonte, là, c'est une époque de prospérité pour Chypre, 6e, 7e, première moitié du 7e siècle. La prospection a mis en évidence toute une série, là encore, d'établissements qui vont être bientôt publiés sous la direction de Catherine Petit-Aupert, et en particulier, ici en rouge, à Svestoton, avec des restes de figurines en terre cuite d'époque archaïque qui nous avaient amené, Sabine Fourier et moi, à faire une fouille. Puis pas de sanctuaire archaïque, mais un bâtiment paléochrétien dont vous voyez ici le plan général, un détail là, mais qui est un bâtiment intéressant aussi, sans doute lié à la production agricole dans cette zone, et qui va faire l'objet maintenant d'une étude en collaboration avec les collègues du département des Antiquités, en particulier Athanasios Vionis. Donc on espère que ça va se faire assez rapidement. Voilà, alors les publications
Il reste du travail à faire, d'accord, mais il y a beaucoup de choses quand même qui ont été faites, il faut le souligner. Donc on a le guide donc publié en 96, mais qui est général, pas seulement sur nos fouilles, 8 volumes, des dizaines, quand je dis des dizaines d'articles, c'est au moins 70-80, parce qu'il y en a déjà une trentaine dans le BCH, ceux du RDAC, ceux du cahier chypriote, etc. Donc d'autres volumes en voie d'achèvement sur le port, la prospection, le temple. Une demi-douzaine de thèses ou d'habilitations sont en relation directe avec nos découvertes d'Amatonte. Donc les publications assurées par l'école ici, hein, donc l'Amatonte 6, le livre plus récent d'Isabelle Tassignon, et puis on a vu aussi le Chiluro Cambos tout à l'heure. Donc voilà, c'est une préoccupation, avec Alexandre, nous en parlons souvent, c'est une préoccupation vraiment importante pour nous, pour les années à venir. Et donc, nous allons aboutir à plusieurs volumes prochainement. Alors, je vous ai mis 2015 n'est pas une fin, parce que 40 ans, ça ne va pas s'arrêter là, même si on va passer, si moi-même je vais passer le relais, Pierre l'a déjà aussi un peu fait. Bon. Alors, les travaux continuent. Alors, il y a d'autres programmes dont je n'ai pas parlé, programme sur la topographie générale de la nécropole, en collaboration avec le département des Antiquités, donc Yanis Violaris qui est ici aussi avec nous, et avec l'appui du British Museum, donc Thomas Kelly nous a apporté aussi beaucoup sur ce point. Les nouveaux programmes, dont la réalisation du SIG JIS d'Amatonte sous la direction d'Anna Canavo, avec Lionel Fadin, topographe de l'école, et Julie Durin qui a réalisé la mise en page des panneaux de l'exposition. Et puis le programme sur la zone présumée du port intérieur, qui débute, dirigé par Ludovic Telly et Antoine Chabrol, donc programme commencé en 2014. Une première fouille, donc vous voyez là une première image, qui a eu lieu avec des résultats intéressants et qui aura une suite dès cette année. Donc deux nouveaux membres de l'école qui organisent ces manifestations sont très actifs et vont le rester dans les années qui viennent. Et puis voilà pour le reste, à la direction, le temps passe. Pierre Amandry, Vassos Karayorgis, dont on a parlé, les directeurs successifs, Alexandre Farnou, que vous reconnaissez, qui est là. Je n'ai pas de photo. Maintenant, la directrice du département est Marina Hieronymidou. Je n'ai pas de photo d'elle, mais bon, voilà, on continue à travailler avec elle et avec tous les collègues, et en particulier Despo qui est avec nous. Et voilà, et puis pour la responsabilité, si vous voulez, c'est double en effet. Il y a l'école qui est la responsable, et puis les affaires étrangères qui financent, avec un responsable qui a été Pierre Opère. Bon, alors, donc on se passe le relais, Pierre Opère, moi, Sabine qui a dirigé la mission pendant plusieurs années. Et puis, finalement, je suis heureux de vous annoncer qu'à partir de 2016, c'est notre amie Anna Canavo qui va être responsable de la mission. Donc, voilà, et on lui souhaite évidemment bonne chance, de même qu'à tous les membres de l'équipe. Et avec encore, une fois, je n'ai pas cité tout le monde. Je voulais quand même citer la plupart des photos que vous avez vues. C'est Philippe Collet qui les a faites. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais ça fait quand même 36 ans, je crois, que Philippe est là et qui travaille avec nous à Chypre. Et donc là, je voulais aussi le dire. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que vous êtes convaincus maintenant de l'intérêt de cette fouille d'Amatonte.